Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, les membres des gouvernements des deux pays réunis autour d'une même table. La tradition est une fois de plus respectée au 7e traité d'amitié de coopération Burkina Faso-Côte d'Ivoire. Dans la foulée, un forum premier du genre des hommes d'affaires ivoiro-burkinabais s'est ouvert à Yamoussoukro. Le développement numérique est un point inscrit à l'ordre du jour du TAC en Côte d'Ivoire et il est au cœur d'un forum ouvert ce matin à Ouagadougou sous l'égide de la CEDEAO. Des experts en technologie de l'information s'attellent à trouver des signaux pour un développement certain du numérique dans l'espace communautaire. La longue pluie qui s'est abattue dans la capitale ce 26 juillet a causé des dégâts notables. Le tristement célèbre quartier Rimkieta de Ouagadougou, une fois de plus, les pieds dans l'eau. Les populations ont assisté impuissantes aux dégâts causés par un fort courant d'eau. Constat à suivre dans quelques instants. La menace d'une guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne semble s'éloigner. L'accord conclu entre Donald Trump et Jean-Claude Juncker soulève des espoirs de trêve dans le conflit commercial suscité par la politique du président américain. Bienvenue à tous. Le président du Faso est arrivé cet après-midi à l'aéroport de Yamoussoukro. Roch-Marc Christian Kaboré a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue ivoirien. Avec Alassane Ouattara, ils ont reçu les honneurs militaires sur le tarmac, mais également avec donc la diaspora burkinabé sortie nombreuse pour souhaiter la bienvenue au président Roch Kaboré. Suivons ce reportage signé de Roger Kam et Nyarkiteda. Au pied du pic Naouri à l'aéroport de Yamoussoukro ce jeudi soir, le président ivoirien Alassane Ouattara accueille son hôte du jour, le président du Faso. Honneurs militaires et hymnes nationaux, Roch-Marc Christian Kaboré a eu droit à tous les protocoles, signe d'une coopération et d'une amitié au beau fixe. Alassane Ouattara n'était pas seul à l'aéroport ce soir. Avec lui, son gouvernement, celui du Burkina Faso, et à côté la diaspora burkinabé de Côte d'Ivoire. Tous présents dans la capitale politique ivoirienne, les deux chefs d'État viennent pour écrire une autre page de l'histoire commune aux deux pays. Au menu de ce rendez-vous de 2018, au bord de la lagune ébriée, l'évolution des accords signés lors des traités précédents. Si nous tenons les traités tous les ans, c'est parce qu'il y a des évolutions et que nous suivons chaque fois les progrès qui ont été réalisés dans le cadre donc, du TAC. Je voudrais simplement dire que depuis que nous avons repris en main cette coopération entre deux pays, beaucoup de choses, beaucoup de conventions ont été signées. Si vous avez été témoin la dernière fois, aussi bien à Ouagadougou qu'à Yamoussoukro ici lorsque nous sommes venus. Et cette fois-ci encore, nous allons en signer d'autres. Par ailleurs, un certain nombre de dossiers qui sont des dossiers structurants pour lesquels nous étions engagés de part et d'autre. Pour ces projets structurants en question, le président ivoirien reste optimiste quant à l'aboutissement heureux de l'ensemble de ces projets. Nous étions l'année dernière à Ouagadougou. Je considère que les choses se passent bien et nous continuerons de faire des progrès et nous sommes confiants. Sans doute, l'autoroute Ouagadougou-Yamoussoukro sera un des sujets saillants de ce 7e traité d'amitié et de coopération au dire du président burkinabé qui annonce des avancées significatives à partir de l'année prochaine au bonheur des deux peuples. Des populations qui suivent également de près les tenues des différents TAC, les traités d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et oui, ce matin, un conseil de gouvernement conjoint s'est tenu à Yamoussoukro. Avant de revenir en image sur cette actualité, sachez que c'est l'une des innovations de ce 7e TAC. Le traité d'amitié et de coopération s'ouvre au secteur privé ivoirien et burkinabé. La démarche est saluée par les acteurs eux-mêmes, mais aussi par les autorités politiques qui attendent beaucoup du premier forum des hommes d'affaires ivoiriens et burkinabés qui s'est ouvert ce jeudi également à Yamoussoukro. Et justement, à ce forum des hommes d'affaires burkinabés et ivoiriens, il a été annoncé une hausse de plus de 25% du taux des échanges commerciaux entre le Burkina et la Côte d'Ivoire entre 2013 et 2017. Comment cela se traduit-il sur le terrain? Bilidou Bazango et Moussa Sanon sont allés à la rencontre de Burkinabés exerçant en Côte d'Ivoire. Leurs domaines d'activité sont de plusieurs ordres. Suivez plutôt. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, une ville qui accueille de nombreux Burkinabés. Parmi eux, certains qui ont fait fortune dans le domaine des banques et assurances, de la publicité ou encore de l'agriculture.
société de gestion du patrimoine Afrique Liaison est un des exemples de réussite. Son administrateur, le voici. L'homme évolue depuis 2004 dans le BTP, bâtiment et travaux publics. Je suis un spécialiste du foncier, je fais de la procédure d'obtention des papiers des terrains. C'est ça notre métier aussi ici. Quand vous avez un terrain que vous n'avez pas de papier, nous arrivons à obtenir tout ce qu'il faut comme papier, l'ACD comme on le dit, l'arrêté de concession définitif. En plus de ces procédures, Afrique Liaison est spécialisée dans les travaux de lotissement et d'aménagement sur le territoire ivoirien. La communauté burkinabé bénéficie depuis plusieurs années de son expertise. Il y en a qui viennent pour investir dans le foncier, ils viennent acheter des terrains et ils se font gruser. Mais nous, avec notre expertise, nous arrivons à les aider. Moyennant le paiement de nos services, bien sûr, nous ne le faisons pas gratuitement. Vous venez, vous payez nos services. Nous, on regarde, on vous dit ce terrain, vous pouvez l'acheter ou vous ne pouvez pas l'acheter. Abidjan Plateau, immeuble NCA. C'est ici que Kwikash a élu domicile. Propriétaire d'une Ivoirienne d'origine burkinabé, cette entreprise évolue dans la finance digitale. La finance digitale, c'est tout ce qui est services financiers qui sont faits à partir des supports comme le mobile. Donc, on a le transfert d'argent, on a le mobile money, on a les paiements électroniques et d'autres produits innovants qui permettent de toucher un plus grand nombre de personnes, notamment dans les zones reculées. Donc, c'est un peu une combinaison de la finance et de la technologie, en fait, la fintech. Exemple de réussite en entreprise qui cache emploi aujourd'hui plus d'une quarantaine de personnes. Je ne sais pas si je peux le dire ainsi, un exemple de réussite, mais ce que je peux dire, c'est que d'abord, être entrepreneur, c'est un état d'esprit. Et j'aime bien le dire, on ne devient pas entrepreneur parce qu'il n'y a pas de travail. On ne devient pas entrepreneur parce que, je vais dire, on a échoué quelque part. On devient entrepreneur parce qu'on a des convictions. Sacré lauréat de plusieurs concours, notamment celui du prix de l'excellence 2014 du meilleur entrepreneur jeune de moins de 40 ans en Côte d'Ivoire, Kwikash espère aussi conquérir le marché burkinabé. Retour à Ouagadougou où 2 projets de loi étaient à l'ordre du jour ce matin à l'hémicycle. Les députés ont adopté les projets de loi portant modification de la loi portant prévention et répression de la corruption et celui portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil d'État. Quelles seront les incidences de ces 2 lois adoptées sur la vie de la nation? Réponse avec Césaire Carfo et Aboubakar Sayon. Concentrés et les yeux plongés dans leurs documents, les députés examinent le projet de loi portant modification de la loi de 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. La nouvelle loi permet désormais aux personnes assujetties à la déclaration d'intérêt et de patrimoine auprès de l'ASE-LC de le faire par voie électronique. Mais plus important, elle élargit le nombre de personnes assujetties à la déclaration de biens. Plus de 10 000 personnes sont désormais concernées. Parmi les personnes qui s'ajoutent à l'ancienne liste, on peut citer les gouverneurs, les hauts commissaires, les médecins chefs de district sanitaire, les comptables principaux des matières et les examinateurs de permis de conduire. En matière de lutte contre la corruption, si on veut être efficace, il faut prendre en compte toutes les personnes qui sont susceptibles de tomber dans ce champ-là. Et je crois que l'ASE-LC a été audité et il s'est avéré qu'il fallait prendre en compte certaines personnes si on veut que cette lutte-là soit efficace. Maintenant, le gouvernement travaillera avec l'ASE pour lui donner les moyens nécessaires pour pouvoir faire son travail de façon efficace. Sur la liste figurent également les députés à l'Assemblée nationale. Le député Yahaya Zungrana fait alors un amendement pour que les parlementaires soient retirés de la liste. En dehors du président de l'Assemblée nationale et des 2 questeurs, aucun député ne gère des fonds publics à l'intérieur de l'Assemblée. Voilà la raison principale qui a amené les commissaires, donc les membres de notre commission, à proposer cet amendement. Finalement, après de longs débats, la loi est adoptée avec le maintien des députés sur la liste. Les députés ont également voté la loi organique portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil d'État et procédures applicables devant lui. La nouvelle loi corrige tout simplement certains articles de la loi de 2016 déclarés inconstitutionnels par le Conseil constitutionnel.
L'espace CEDEAO résolument tourné vers le développement numérique. L'ambition est à la hauteur des défis du moment, surtout en matière de bonne gouvernance de l'Internet. Le 10e forum ouest-africain sur la gouvernance de l'Internet se tient depuis ce matin à Ouagadougou. Les professionnels des TIC sont issus des pays membres de la CEDEAO et vont proposer à la fin des travaux un schéma directeur pour un numérique émergent dans l'espace communautaire. Yacouba Gamene, Frédéric Etienne Bassenga. Monsieur le représentant. Les 15 pays de la CEDEAO sont à Ouagadougou pour réfléchir sur le développement de l'économie numérique et les technologies émergentes dans leur espace. Opportunité pour échanger sur les bonnes pratiques, cette 10e édition du Forum ouest-africain sur la gouvernance de l'Internet va permettre à ces professionnels des technologies de l'information de faire des propositions concrètes en vue de donner un nouvel élan à l'économie numérique dans la CEDEAO. Cette 10e édition du YGF a pour ambition de faciliter des discussions productives sur les questions de politique publique liées à l'Internet de façon générale et en particulier la question des technologies émergentes et leur impact sur l'économie et le développement durable dans nos pays ouest-africains, tout en impliquant toutes les parties prenantes. Le partenariat entre la commission de la CEDEAO et le Burkina pour l'organisation de ce forum n'est pas fortuit. L'Internet est devenu aujourd'hui incontournable. Les États membres de la CEDEAO attendent beaucoup de ce forum. Nous attendons des propositions concrètes pour le développement de l'économie numérique. Et une fois que nous avons ces propositions, ces recommandations, nous les portons à un niveau supérieur qui est d'abord au niveau de tous les ministres en charge des technologies de l'information et de la communication et qui, eux, font les recommandations au Conseil des ministres et, si possible, à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Je vous en prie. Durant donc 5 jours, ces professionnels vont partager leurs expériences, exposer leurs difficultés et discuter de leurs défis, avec en ligne de mire une évolution harmonieuse des TIC dans les États membres de la CEDEAO. Le ciel a ouvert ses vannes depuis hier, mercredi, dans la capitale burkinabé. La longue pluie de cette journée du jeudi a eu raison de certains quartiers comme la Padoua, Karpala ou encore Rimkieta. C'est dans ce dernier quartier situé dans le nord-ouest de la capitale Ouagadougou qu'une équipe s'est rendue. Constat signé Mathias Drabo et Oumar Zombré. Quartier Rimkieta à Ouagadougou. Impuissant, ce jeune homme sur le toit regarde les eaux envahir sa maison. C'est tout le quartier qui est inondé. Ici, ces jeunes essaient de sauver un motocycliste piégé par les eaux. La pluie qui s'est abattue sur la capitale au cours de cette journée aurait occasionné beaucoup de dégâts dans ce quartier. Vraiment, la route est submergée par l'eau de pluie. Et la question que je me pose maintenant, comment rejoindre mon domicile? Les dégâts matériels, nous savons déjà que vraiment, il y en a beaucoup. Impossible pour nous d'aller constater les dégâts à cause des routes encore inondées. Pour les riverains, cette inondation est liée à l'insuffisance d'infrastructures d'évacuation des eaux. Je lose à Rimkieta et puis c'était les non lotis jusqu'à présent. Mais chaque fois on nous arrange la route mais on ne s'en sort pas. Parce que vous avez vu, c'est pour dire que l'évacuation de l'eau est très petite. Voilà pourquoi qui amène ça. C'est enjambé ici, de l'autre côté aussi c'est pareil. Selon les habitants de Rimkieta, c'est la première fois qu'ils font face à une telle situation. La grande équation ce soir pour certains, c'est de savoir où dormir. Et cette saison pluvieuse déjà installée est aussi redoutée par les habitants de Bassenko. La Fédération des associations des cités de ce quartier dénonce un manque criard d'infrastructures pourtant prévu dans le plan du quartier. Face à la presse, les porte-voix de la Fédération espèrent se faire entendre par les autorités compétentes. Le compte-rendu de Gérard Sommet avec Oumar Zombré. Manque d'eau courante, d'infrastructures routières, d'électricité, d'écoles,
En un mot, les conditions élémentaires ne sont pas réunies pour faire des cités de Basenko un endroit vivable selon les responsables de la FACBA, la Fédération des associations des cités de Basenko. Devant les journalistes, ils dénoncent le silence de l'État, plus précisément celui du ministère en charge de l'habitat et de l'urbanisme face aux difficultés qu'ils vivent. Les résidents rencontrent depuis 2014 d'énormes difficultés que sont le manque d'eau courante sur les sites des promoteurs immobiliers privés, le manque d'électricité, l'absence de voirie, l'inaccessibilité des domiciles en saison pluvieuse, l'impraticabilité des voies d'accès, l'absence d'établissements scolaires, une seule école primaire de 6 classes avec en moyenne 90 élèves par classe. Tout porte à croire donc que le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme semble décliner toute responsabilité dans la viabilisation de la cité de Basenko. Sans eau et sans électricité dans certaines parties de la cité, beaucoup de souscripteurs ont tout simplement décidé d'attendre que les conditions soient réunies avant de déménager. Face à cette situation, des milliers de propriétaires ayant pourtant la clé de leur logement en main se voient obligés, en plus des coupures dues aux prêts bancaires, de supporter des locations en ville dans l'attente d'une amélioration des conditions avant d'aménager dans leur maison. Le président de la Fédération des associations des cités de Basenko appelle le gouvernement à l'action. Il lui demande de veiller au respect du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Pour joindre l'acte à la parole, les journalistes ont eu droit à un tour des lieux pour constater de visu les difficultés que vivent les habitants de la cité de Basenko. Et si eux réclament le respect de leurs droits, le droit international humanitaire s'invite dans les curricula des centres de formation des corps habillés. La notion sera en effet enseignée aux forces de défense et de sécurité. En attendant, des réflexions sont menées à Bobo Dioulasso pour réaliser ce vœu du secrétariat permanent du comité interministériel des droits humains, Martin Zerbo et Ali Traoré. Ils sont pour la plupart des acteurs du droit ou des forces de défense et de sécurité. Ils sont ici à l'école du droit international humanitaire. Initié par le secrétariat permanent du comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire, cet atelier a pour souci de réfléchir sur l'enseignement de ce droit dans les écoles et centres de formation des FDS. Le droit international humanitaire n'est pas systématiquement enseigné dans les centres et écoles de formation des forces de défense et de sécurité. Donc on s'est dit que c'était nécessaire d'initier ce cadre d'échange et de réflexion pour faire l'état des lieux de l'enseignement même dans les différents centres et également dégager les perspectives. La formation, c'est vrai, elle est militaire, mais à partir du moment où on tend vraiment vers une protection des populations civiles, il est tout à fait bon de pouvoir en tout cas voir dans quelle mesure on peut trouver des modules qui puissent leur permettre de pouvoir être outillés sur le respect des droits humains. Pour atteindre ces objectifs, le secrétariat permanent du comité interministériel de ce droit va durant 3 jours dispenser plusieurs modules. On va faire une présentation sur l'historique et les visées du droit international humanitaire. On va également voir les principes du droit international humanitaire. On va voir les enjeux de l'enseignement du droit international humanitaire dans les centres et écoles de formation des FDS. L'ambition de cette structure est de veiller à la protection des droits humains lors des conflits armés. Un combat qui a débuté pour la structure depuis 2008. Et nous restons encore dans la ville de Sia où les cadres du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement sont également en formation. Ils mettent à jour leurs connaissances sur le management directorial. C'est une session au cours de laquelle des outils opérationnels leur seront dévoilés en la matière. Ismaël Saturnin-Paré, le reportage. Cadres du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Ils sont ici à l'école du management directorial. Ils ont 3 jours pour se doter des outils opérationnels en matière managériale. Objectif, assurer une harmonie de travail au quotidien avec leurs collaborateurs. La philosophie qui sous-tend, c'est vraiment permettre à tout un chacun de renforcer ses capacités, de tirer de cette session les outils nécessaires qui lui permettront d'appliquer un management adapté, adéquat,
et réfléchi à l'organisation que tout un chacun conduit. Donc nous voulons sortir de cet atelier avec de nouveaux outils pour mieux gérer les structures qui nous sont confiées. Le thème de cet atelier permettra sans doute aux participants de maîtriser les contours de cette notion de management directorial. Le thème que vous avez pour cette formation, c'est le management directorial et les outils opérationnels du manager. Ça, ce thème tombe bien nommé par rapport au public cible que nous avons et c'est très important que ces responsables puissent être outillés en matière de management des organisations. Cela veut dire qu'il faut qu'ils sachent ce que c'est qu'une organisation, d'abord ça, et en un second temps, quels sont les principes fondamentaux du management. Après, en un troisième temps, il faudra qu'ils puissent savoir ce que c'est que le management stratégique et le management opérationnel. Environ 25 personnes participent à cette formation. Au sortir, les fruits devraient être visibles pour assurer un bon système managérial dans les différentes directions du ministère de la Communication. Et puis, cette information capitale pour la santé des tout-petits, une vaste campagne réactive contre la rougeole sera lancée demain, 27 juillet, sur une grande partie du territoire national. Une équipe de la direction de la prévention par les vaccinations était face à la presse pour en livrer les enjeux. Compte rendu avec Nong Bakuda et Kadissa Nogo. 4000 cas suspects de rougeole, dont 3000 confirmés et 10 décès, ont été enregistrés dans les districts sanitaires du Burkina de janvier 2018 à nos jours. 75% des enfants atteints par cette maladie n'ont pas été vaccinés. Face à cette situation, le Comité national de gestion des épidémies a initié une campagne de vaccination réactive de masse contre la rougeole. Cette opération aura lieu du 27 juillet au 2 août 2018 dans 12 régions de notre pays. C'est au total 26 districts sanitaires qui sont concernés par cette campagne qui va toucher environ 1 200 000 enfants dont l'âge est compris entre 6 et 59 mois. On aura des sites de vaccination au niveau des centres de santé habituellement. Et pour les enfants qui résident à plus de 5 km de la formation sanitaire, il y aura une stratégie avancée, c'est-à-dire que les agents de santé vont se déplacer avec le vaccin pour retrouver les enfants dans leur communauté. Nous attendons de cette campagne une mobilisation totale des parents d'enfants autour afin qu'on puisse renforcer, parce qu'il s'agit d'une maladie qui peut tuer. Donc il faut qu'on puisse effectivement protéger nos enfants contre cette maladie. Seul le plateau central n'est pas concerné par cette opération parce que cette zone n'a pas atteint le seuil de l'épidémie. Cette campagne de vaccination de masse contre la rougeole, qui va coûter 1 milliard de francs CFA, sera supportée par l'État burkinabé et ses partenaires. Retour en Côte d'Ivoire, où je vous le disais tantôt, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont tenu un conseil conjoint de gouvernement. Ce conseil co-présidé par les premiers ministres Paul Kabatieba et Amadou Gon Coulibaly fait l'état de la mise en œuvre de la coopération entre les deux pays dans le cadre donc du traité d'amitié et de coopération. Le reportage à Yamoussoukro de Vincent Kendrebeogo. Conseil conjoint de gouvernement entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Il s'agit pour les deux gouvernements de faire le point de l'évolution de leur coopération depuis le 6e TAC à Ouagadougou. Ce conseil est présidé par les deux chefs de gouvernement, Paul Kabatieba et Amadou Gon Coulibaly. La tenue de ce conseil conjoint de gouvernement revêt une signification particulière dans un contexte où nous sommes invités à donner une nouvelle impulsion à notre coopération. Il s'agira pour nous de dresser l'état d'exécution des décisions et engagements pris par nos deux chefs d'État lors de la 6e conférence au sommet tenue en juillet 2017 à Ouagadougou. Comme à chacune de nos sessions, nous accorderons une attention particulière aux grands projets d'intégration tels que mentionnés dans le projet d'ordre du jour. Au titre des dossiers spécifiques, de nouveaux sujets de préoccupation sont à prendre en considération en raison de l'importance grandissante qu'ils prêtent désormais dans notre quotidien. Dans son discours, le Premier ministre burkinabé rappelle que le TAC a 10 ans, 10 années de riche expérience en matière de coopération.
La célébration des 10 ans de notre traité nous offre l'occasion de faire un bilan de notre parcours commun afin d'orienter davantage nos actions vers la satisfaction des fortes aspirations de nos peuples respectifs. Aujourd'hui, plus qu'hier, la coopération bilatérale entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est riche d'expérience, eu égard aux domaines variés qu'elle couvre. En effet, depuis la signature de notre traité, le cadre juridique de notre coopération s'est renforcé d'environ 70 accords, ce qui illustre le dynamisme de cette coopération et l'intérêt que nous portons à cette amitié exemplaire et séculaire. Il est aussi question de dossiers spécifiques à examiner par le Conseil conjoint, notamment des questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme et une coopération en matière de migration. Sur ce dernier point, le cas des Burkinabés évacués du mont Peko sera évoqué au cours de ce Conseil conjoint de gouvernement dont les discussions se déroulent bien entendu à huis clos. Et ce sera donc pour demain des cérémonies donc à suivre en continu sur la télévision du Burkina. C'est également demain vendredi que les parieurs des loteries des pays membres du Conseil de l'Entente seront fixés sur leurs paris lancés à l'édition 2018 de la tranche commune Entente. En attendant, les populations de Tamdogo, commune de Pisila dans la province du San Matenga, se réjouissent des retombées de cette loterie inter-État. Un collège d'enseignement général flambant neuf y a été érigé et ce grâce aux bénéfices générés par la tranche commune Entente. L'inauguration avec Jean-Hugues Bayala et Maxime Zongo. Pour des raisons d'intempéries, une forte pluie ayant rendu Tamdogo inaccessible, la cérémonie a été délocalisée au chef-lieu de la commune Pisila. Et c'est le chef du village qui a reçu les clés de l'infrastructure des mains des donateurs. C'est vraiment la recherche de l'intégration, la recherche de la solidarité entre les peuples, entre nos pays. On sait que l'éducation, la santé sont l'essentiel du développement. Située à une dizaine de kilomètres de Pisila et complètement enclavée, cette infrastructure est un véritable soulagement pour les élèves qui devaient supporter beaucoup de sacrifices pour acquérir le savoir. C'est un sentiment de légitime fierté et de joie qui nous anime pour avoir été bénéficiaires de ce joyau-là. Donc nous allons renouveler nos remerciements et pour que cette infrastructure éducative qui vient d'être réalisée puisse effectivement répondre aux attentes des populations. D'un coût estimé à 61 millions de nos francs, les pays membres du Conseil de l'Entente par ce geste confirment ainsi leur slogan: les lots aux heureux gagnants, les bénéfices à toutes les nations. Ce geste au Burkina pour respecter une tradition qui veut qu'à chaque tirage, le pays d'accueil bénéficie d'une œuvre communautaire. Et en sport, nous apprenons que la 25e édition de la Super Coupe AJSB aura lieu le 5 août prochain au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Au cours d'une conférence de presse, l'association des journalistes sportifs du Burkina donne les raisons du choix de cette date et du lieu. Elles sont exposées dans ce compte-rendu de Nong Bakouda et Salifou Draogo. Il y aura bel et bien du football le 5 août prochain, jour de fête nationale au Burkina. Le vide laissé par la Coupe du Faso sera comblé par la Super Coupe AJSB. C'est ce qu'a laissé entendre le président de l'association des journalistes sportifs du Burkina AJSB au cours de cette conférence de presse. La Fédération burkinaise de football, en voulant s'aligner sur le calendrier international, a ramené la Coupe du Faso au 27 mai. Désormais, ça va se jouer courant mai. Donc, nous avons estimé qu'on pouvait rapprocher la Super Coupe AJSB. Pour rapprocher, on a trouvé que la date du 5 août est quand même une date historique et qui mérite quand même une certaine coloration sportive. Et on a estimé que ça allait être bien si on pouvait placer la Super Coupe AJSB. On a regardé avec nos partenaires qui n'ont pas trouvé d'inconvénients. Dans un premier temps pressenti à Bobo, la Super Coupe AJSB se jouera finalement au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. On a évalué
le budget, quand on l'organise à Ouaga, ça fait un peu plus de 14 millions. Et quand on doit aller à Bobo, ça fait près de 20 millions. Donc voilà un peu toute la difficulté. La 25e Super Coupe AGSB mettra aux prises l'AS fonctionnaire de Bobo champion national 2018 et Salitas Football Club vainqueur de la Coupe du Faso le 5 août prochain à 16h30. Et cette 25e édition de la Super Coupe AGSB, vous pourrez la vivre en direct sur votre chaîne publique. Elle est placée sous le patronage du président du Faso. Dans l'actualité, hors de chez nous, le président de la Commission de l'Union européenne et le président américain ont conclu un accord qui éloigne le risque d'une guerre commerciale. Si Berlin se satisfait de cet accord, Paris se pose toujours des questions. Il faut dire que l'Allemagne était la plus menacée de l'Union européenne par la politique commerciale protectionniste du président Trump. Plus de 2 heures de discussion et à la fin, chaque partie affiche sa satisfaction. L'Union européenne et les États-Unis sont arrivés à un accord. Après des mois de guerre commerciale qui a vu les taxes sur certains produits s'envoler, Jean-Claude Juncker et Donald Trump pourraient enfin avoir trouvé un terrain d'entente. Nous nous sommes aujourd'hui mis d'accord pour travailler ensemble vers zéro tarif douanier, zéro barrière, zéro subvention aux biens non issus de l'industrie automobile. J'avais l'intention de conclure un marché aujourd'hui et nous avons conclu un marché aujourd'hui. Tant que nous négocions, à moins qu'une des parties n'arrête les négociations, nous suspendons les nouveaux tarifs douaniers et nous rétablissons les droits de douane existants sur les produits en acier et en aluminium. C'était une réunion constructive. Merci Donald. C'est un très grand jour pour le commerce libre et juste. Un très grand jour. Merci beaucoup à tous. La hausse des taxes sur les automobiles européennes, et notamment allemandes, était une ligne rouge pour l'UE. La commissaire européenne au commerce avait prévenu, en cas d'augmentation, l'Europe pourrait infliger 20 milliards d'euros de hausse de taxes sur certains produits américains. Les échéances électorales maliennes et congolaises relatées dans les quotidiens du jour. La gouvernance en Guinée est également commentée dans les journaux lus pour nous par Zoubaviel David Dabiré. En marge de sa participation au deuxième congrès de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, le chef de file de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, s'est confié à notre confrère l'observateur Parga sur la gestion du pouvoir d'État par Alpha Condé. Et le natif de l'Abbé ne passe pas par 4 chemins pour fustiger la gouvernance dans son pays. La corruption qui règne en Guinée n'existe nulle part. Il y a une pléthore de détournements de deniers publics et d'octroi de marchés gré à gré parfois, surfacturés à 4 fois le prix normal, s'indigne l'opposant. Et justement, pour mettre fin à ce qu'il qualifie de gouvernance mafieuse, il se présente comme la solution avant de conclure, si chez l'homme ce sont les aspects dominants que l'on retient, le concernant parlant d'Alpha Condé, c'est son incompétence, son inexpérience et son manque de vision pour le pays. Fin de citation. Et toujours sur les stratégies de conquête des pouvoirs d'État en Afrique, le quotidien Aujourd'hui au Faso nous plonge dans l'effervescence de la campagne présidentielle au Mali. À 3 jours de l'élection, le journal s'interroge. Que couvrent les eaux calmes du Djeliba? 24 candidats pour un fauteuil, une population peu intéressée, un fichier électoral qui divise la classe politique. Bref, selon l'envoyé spécial du Canard à Bamako, les Bamakois et le Mali entier retiennent leur souffle tant le risque de voir les eaux tranquilles de ce fleuve de la capitale faire des vagues semble élevé. Et le journal de garder l'espoir que ce pays ne sombre au sortir des élections du 29 juillet prochain. Le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo retient l'attention du doyen des quotidiens burkinabés. Les candidatures à cette élection seront réceptionnées à partir du 8 août prochain et l'observateur Palga note 2 équations qui pourraient enlever à cet exercice son caractère naturel pour un État démocratique. Il s'agit des cas Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et du président Joseph Kabila. Si les 2 premiers ont des contentieux judiciaires à même de compromettre leur participation à ces élections, le président sortant, lui, n'a plus droit à un autre mandat. Pourtant, il y a de fortes chances qu'ils soient tous de la partie pour un choc des titans en perspective.
Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dès demain, retrouvez Fousseni Kindo pour les informations à 20h.